Il y a 5 ans, j'ai vécu une expérience qui a complètement transformé ma compréhension des relations humaines. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de percevoir l'amour qui se meurt, car ce que j'ai découvert m'a permis d'éviter des années de souffrance inutiles. Pendant des mois, j'ai refusé de voir l'évidence. J'analysais chaque geste, chaque mot, espérant découvrir que mes craintes n'étaient qu'illusions. Mais la psychologie comportementale nous enseigne une vérité fondamentale. Notre subconscient détecte les changements bien avant que notre esprit rationnel ne les accepte. Quand j'ai commencé à étudier les mécanismes de l'attachement et de la désaffection, j'ai réalisé que j'avais ignoré des signaux d'alarme cruciaux. La première révélation qui a bouleversé ma compréhension concerne ce que j'appelle la métamorphose silencieuse. Contrairement à ce que montrent les films, l'amour ne s'éteint pas dans un éclat dramatique. Il se transforme imperceptiblement, comme une photographie qui pâlit au soleil. J'ai observé ce phénomène chez mes proches et l'ai expérimenté personnellement. La personne qui vous aimait commence à vous regarder différemment. Ses yeux ne s'illuminent plus quand vous entrez dans la pièce. Son sourire devient poli, presque professionnel. Cette transformation physique reflète un changement neurologique profond. Les neurosciences nous apprennent que lorsque l'amour s'estompe, les circuits de récompense dans le cerveau cessent de s'activer en présence de l'être aimé. J'ai mis du temps à comprendre que cette modification n'était pas temporaire, mais structurelle. Si vous ressentez cette transformation chez votre partenaire, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car je partage régulièrement des analyses psychologiques qui peuvent vous épargner des mois de confusion émotionnelle. Votre soutien me permet de continuer à explorer ces sujets complexes et à vous offrir des outils concrets pour naviguer dans vos relations. Le second signal que j'ai appris à identifier est ce que je nomme l'évaporation progressive de la présence. Physiquement, la personne est là, mais émotionnellement, elle s'est retirée. J'ai expérimenté cette sensation troublante. Vous parlez, mais vous sentez que vos mots rebondissent sur un mur invisible. La psychologie cognitive explique ce phénomène par la désactivation des mécanismes d'empathie. Quand quelqu'un cesse de vous aimer, son cerveau ne traite plus vos émotions comme prioritaires. Vos joies ne résonnent plus en lui. Vos peines ne le touchent plus. C'est un processus de protection psychologique inconscient. J'ai testé une technique pour vérifier cette hypothèse. L'observation des micro-expressions. Pendant une semaine, j'ai noté chaque réaction faciale spontanée de mon partenaire quand je lui parlais. Les résultats étaient éloquents. Absence totale d'expression de joie authentique, regard fuyant, sourire forcé. Cette méthode m'a permis de confirmer objectivement ce que mon intuition pressentait. Le troisième indicateur que j'ai identifié concerne la modification des rituels d'intimité. Non pas seulement l'intimité physique, mais ces petits gestes quotidiens qui créent la complicité. J'ai remarqué que les personnes qui cessent d'aimer abandonnent progressivement ces rituels. Plus de messages spontanés dans la journée, plus de partage des petits détails du quotidien, plus de ces moments de silence complices. La psychologie sociale nous enseigne que ces rituels maintiennent la cohésion du couple. Leur disparition annonce souvent la fin de la connexion émotionnelle. J'ai développé un exercice pratique. Tenir un journal des interactions quotidiennes pendant 2 semaines. Noter la fréquence des contacts spontanés, la qualité des conversations, l'initiative dans les gestes affectueux. Cette méthode quantitative révèle des patterns invisibles à l'œil nu. Le quatrième signal est plus subtil. L'altération du langage corporel. J'ai étudié la proxémique, cette science qui analyse la façon dont nous utilisons l'espace dans nos relations. Quand l'amour s'éteint, la distance physique augmente inconsciemment. Moins de contact tactile, plus d'espace dans le lit, positionnement du corps qui évite la proximité. J'ai testé cette théorie en observant mes propres relations et celles de mon entourage. La corrélation était frappante. Une augmentation de la distance physique précédait systématiquement les ruptures. Cette découverte m'a permis d'anticiper plusieurs séparations dans mon cercle social. Le cinquième indicateur révèle l'aspect le plus douloureux, la désynchronisation émotionnelle. J'ai remarqué que les couples qui se séparent cessent de vibrer sur la même fréquence. Leurs humeurs ne se reflètent plus, leur rythme biologique se désaccorde. La chronobiologie nous enseigne que les couples heureux synchronisent inconsciemment leur cycle de sommeil, leurs horaires de repas, même leurs battements cardiaques. Cette synchronisation disparaît quand l'amour s'éteint. J'ai expérimenté une technique de vérification. Porter une montre connectée pendant 1 mois pour mesurer les variations de rythme cardiaque en présence de mon partenaire. Les résultats ont confirmé mes hypothèses. Absence totale de synchronisation cardiovasculaire. Maintenant, comment réagir face à ces signaux ? Ma première recommandation
forgée par l'expérience, est d'accepter l'évidence sans se bercer d'illusions. J'ai perdu des années à tenter de ranimer des sentiments éteints. La psychologie comportementale nous apprend que forcer l'amour génère l'effet inverse. Plus on s'accroche, plus l'autre se détache. J'ai développé une méthode en 3 étapes. Première étape, l'observation neutre. Pendant 2 semaines, notez objectivement les comportements de votre partenaire sans les interpréter émotionnellement. Cette distance analytique vous protège des distorsions cognitives. Deuxième étape, la confrontation bienveillante. Partagez vos observations sans accusation en utilisant le je plutôt que le tu. Cette technique de communication non violente préserve la dignité de chacun. Troisième étape, l'acceptation active. Si les signaux persistent, cessez de lutter contre l'évidence. J'ai appris qu'accepter la fin d'une relation avant qu'elle ne devienne toxique préserve de beaux souvenirs. La neuropsychologie nous enseigne que nos dernières expériences avec une personne influencent notre perception globale de la relation. Partir au bon moment protège l'intégrité de ce qui fut beau. J'ai également découvert l'importance de la reconstruction personnelle. Quand une relation se termine, notre identité subit un bouleversement. J'ai développé un protocole de récupération basé sur la psychologie positive. Première phase, reconnexion avec ses propres valeurs. Listez ce qui vous définit indépendamment de votre relation. Deuxième phase, reconstruction du réseau social. Réactivez les amitiés négligées, cultivez de nouveaux liens. Troisième phase, développement de nouveaux projets. Investissez votre énergie dans des activités qui vous épanouissent. Cette approche m'a permis de transformer chaque fin de relation en opportunité de croissance. J'ai compris que l'amour authentique ne se force pas, ne se mendie pas, ne se négocie pas. Il existe ou n'existe pas. Cette acceptation libère d'une souffrance inutile. Mon expérience m'a aussi enseigné l'importance de la gratitude dans le processus de séparation. Plutôt que de ressasser les déceptions, je me concentre sur ce que chaque relation m'a apporté. Cette perspective transforme la douleur en apprentissage. La psychologie positive démontre que la gratitude modifie littéralement la structure cérébrale, favorisant la résilience émotionnelle. J'ai testé cette approche sur moi-même et l'ai recommandée à de nombreuses personnes. Les résultats sont remarquables. Réduction du temps de récupération, amélioration de l'estime de soi, ouverture à de nouvelles relations. Enfin, j'ai appris que préserver sa dignité dans une séparation est essentiel pour la suite. Évitez les supplications, les chantages affectifs, les tentatives de manipulation. Ces comportements détruisent de l'image que l'autre garde de vous et compliquent une éventuelle réconciliation future. La psychologie sociale nous enseigne que nous gardons en mémoire les derniers comportements d'une personne. Partir avec classe garantit que votre ex-partenaire conservera une image positive de vous. Cette approche préserve aussi votre propre estime de soi. J'ai constaté que les personnes qui gèrent dignement leur rupture récupèrent plus rapidement et attirent des partenaires de meilleure qualité. Cette expérience m'a appris que l'amour n'est pas un combat à gagner, mais une danse à deux. Quand l'un des partenaires quitte la piste, la musique s'arrête. Forcer la danse seule ne produit qu'une pantomime pathétique. Mieux vaut remercier pour la belle danse partagée et se préparer à une nouvelle mélodie. Au fil de mes recherches et de mes expériences personnelles, j'ai également découvert l'importance cruciale de ce que j'appelle les signaux biochimiques de la désaffection. Notre corps produit des hormones spécifiques quand nous sommes amoureux. Dopamine, ocytocine, sérotonine. J'ai remarqué que mon niveau d'énergie chutait dramatiquement quand je passais du temps avec quelqu'un qui ne m'aimait plus. Cette fatigue inexpliquée n'était pas psychologique, mais physiologique. Mon organisme ne recevait plus les stimulations hormonales nécessaires à mon bien-être. J'ai testé cette théorie en mesurant mon niveau de cortisol, l'hormone du stress, avant et après des interactions avec différentes personnes. Les résultats étaient éloquents. Mes niveaux de stress montaient en flèche avec les personnes qui s'éloignaient émotionnellement. Cette découverte m'a permis d'utiliser mon corps comme un détecteur de relations toxiques. Maintenant, je fais attention à mes sensations physiques après chaque interaction. Si je ressens une fatigue inhabituelle, une tension musculaire ou une baisse de morale, je sais que quelque chose ne va pas. J'ai aussi développé ce que j'appelle la méthode du miroir émotionnel. Pendant 3 ans, j'ai observé comment les émotions se reflètent dans les couples. Les partenaires heureux synchronisent leurs expressions faciales inconsciemment. Si l'un sourit, l'autre suit naturellement. Cette synchronisation disparaît quand l'amour s'éteint. J'ai créé un test simple. Racontez une histoire drôle à votre partenaire et observez sa réaction. Un sourire forcé ou retardé indique une déconnexion émotionnelle.
Les véritables connexions produisent des réactions spontanées et authentiques. Cette technique m'a permis de détecter des problèmes relationnels 6 mois avant qu'ils ne deviennent évidents. Une autre dimension fascinante que j'ai explorée concerne l'impact de la désaffection sur notre créativité. J'ai remarqué que mes périodes les plus créatives coïncidaient avec des relations épanouissantes. Inversement, quand une relation se détériorait, ma productivité créative chutait. La psychologie cognitive explique ce phénomène. L'incertitude relationnelle mobilise énormément d'énergie mentale. Notre cerveau consacre tant de ressources à analyser la relation qu'il en néglige d'autres fonctions. J'ai développé un indicateur personnel. Si je n'arrive plus à me concentrer sur mes projets, c'est souvent le signe d'un problème relationnel non résolu. Cette prise de conscience m'a aidé à prendre des décisions plus rapides dans mes relations. Au lieu de laisser une situation ambiguë drainer mon énergie pendant des mois, je clarifie rapidement la situation. J'ai également étudié l'influence de l'environnement social sur les relations qui se détériorent. Nos proches perçoivent souvent les changements avant nous. J'ai appris à écouter les observations subtiles de mes amis. Quand plusieurs personnes de mon entourage me font des remarques similaires sur ma relation, je prends leurs commentaires au sérieux. Cette approche m'a évité plusieurs relations toxiques. Nos amis, étant émotionnellement détachés, voient parfois plus clairement que nous. J'ai créé un cercle de confiance composé de 3 personnes dont j'apprécie le jugement. Régulièrement, je leur demande leur perception de mes relations. Cette méthode m'a permis de gagner en objectivité et d'éviter les pièges de l'aveuglement amoureux. Un aspect souvent négligé concerne l'impact des réseaux sociaux sur les relations qui se détériorent. J'ai observé que les changements de comportement en ligne précèdent souvent les changements dans la réalité. Moins de likes sur vos publications, disparition des commentaires affectueux, réduction des partages de contenu commun. Ces signaux digitaux reflètent l'évolution des sentiments. J'ai développé une méthode de surveillance discrète. Observer les patterns d'interaction en ligne sans devenir obsessionnel. Une réduction significative des interactions digitales annonce souvent des changements dans la relation réelle. Cette approche m'a permis d'anticiper plusieurs ruptures et de m'y préparer psychologiquement. La dimension temporelle de la désaffection mérite également attention. J'ai remarqué que l'amour ne s'éteint pas de façon linéaire, mais par cycle. Il y a des périodes de rapprochement suivies de phases de distanciation. Ces fluctuations sont normales dans les relations longues. Le problème survient quand les phases de rapprochement deviennent de plus en plus courtes et superficielles. J'ai créé un graphique émotionnel personnel où je note quotidiennement la qualité de mes interactions. Cette visualisation révèle des patterns invisibles au quotidien. Si la courbe montre une tendance descendante sur plusieurs mois, c'est un signal d'alarme. Cette méthode quantitative m'a aidé à distinguer les crises temporaires des détériorations durables. J'ai aussi découvert l'importance de la communication non verbale dans la détection de la désaffection. Au-delà des mots, notre corps communique constamment. J'ai étudié la kinésique, cette science qui analyse les mouvements corporels. Quand quelqu'un cesse de nous aimer, son corps adopte des postures de fermeture. Bras croisés, épaules tournées, regard fuyant, distance physique augmentée. Ces signaux apparaissent bien avant les mots. J'ai appris à déchiffrer ce langage corporel comme un livre ouvert. Cette compétence m'a permis d'adapter mon comportement en conséquence. Au lieu de forcer l'intimité quand je détecte ces signaux, je respecte l'espace de l'autre. Cette approche préserve la dignité de chacun et évite les confrontations douloureuses. Enfin, j'ai développé ce que j'appelle la théorie des investissements émotionnels. Dans une relation saine, chaque partenaire investit continuellement dans le bien-être de l'autre. Ces investissements prennent différentes formes. Attention, temps, énergie, ressources. Quand quelqu'un cesse de nous aimer, ces investissements diminuent progressivement. J'ai créé un système de comptabilité émotionnelle personnelle. Chaque semaine, je note les investissements que je reçois et ceux que je donne. Un déséquilibre croissant indique un problème relationnel. Cette méthode m'a permis d'identifier les relations à sens unique avant qu'elles ne deviennent toxiques. L'équilibre dans l'investissement émotionnel est crucial pour la santé d'une relation. Quand cet équilibre se rompt durablement, la relation devient insoutenable. Cette prise de conscience m'a aidé à développer des attentes plus réalistes et à investir mon énergie dans des relations mutuellement bénéfiques. Si ces révélations vous ont touché, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Partagez votre expérience en commentaire, car vos témoignages enrichissent notre compréhension collective de ces mécanismes psychologiques complexes. Ensemble, nous pouvons développer une approche plus saine et plus mature de l'amour et de ses transformations.